cache notre passé? Eh bien, on ne pourra peut-être jamais vraiment le savoir, car ça s'est passé il y a longtemps dans notre passé, et on n'a pas de machine à voyager dans le temps. Et tu fais quoi de l'histoire, de l'archéologie, de la stratigraphie, de la paléontologie, de la cosmologie? Alors justement, dans cet épisode, je vous demande de poser votre cerveau à côté. On va voir des théories flinguées, des théories totalement pétées, mais justement, commençons l'année par nous marrer. En 1984, Richard Muller de l'Université de Californie à Berkeley flaire quelque chose d'intrigant. Il étudie les extinctions massives qu'il y a eu sur notre belle planète et il trouve qu'il y a une certaine périodicité, plus ou moins la même intervalle de temps entre chacune de ces catastrophes. Remettons-nous dans le contexte, 4 ans auparavant. Le prix Nobel de physique, Luis Alvarez, propose que l'extinction des dinosaures, ici donc, résulte d'un impact cométaire. Pour notre Richard, il ne faut aucun doute que les autres extinctions viennent aussi de catastrophes venues du ciel. Bah ouais, comment l'expliquer autrement ? L'extinction du Permien-Trias, c'est 95% des espèces terrestres qui ont disparu. 95! Les dinosaures à côté, c'est du pipi de Chasmosaurus. Et les aires glaciaires, l'activité volcanique, l'épuisement de l'oxygène. Je te l'ai dit, ne réfléchis pas, le gars va avoir une idée de dingue. Richard se dit donc que toutes les extinctions viennent forcément d'un phénomène qui se passe dans notre système solaire. Un phénomène qui se répète régulièrement. Et où se trouvent la plupart des comètes? Dans le nuage d'Oort. Et si alors un objet massif passait dans le secteur régulièrement, déviait les comètes de leur trajectoire, comètes qui se mettent donc à foncer vers la Terre pour détruire la plupart de la vie sur la planète. Mais quel serait cet objet massif? Eh bien, elle est là, l'idée de dingue. Némésis, un frère jumeau de notre Soleil. Le système solaire aurait 2 soleils. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une idée super ridicule en fait. Beaucoup d'autres systèmes possèdent 2 soleils et en 2017, Sarah Sadavoy et Steven Staller prouvent que la plupart du temps, une étoile de la taille du soleil naît avec une jumelle. Dans 40% des cas, le couple aboutit à une étoile double et le reste du temps, l'étoile jumelle quitte le giron et va poursuivre son périple ailleurs dans la galaxie. Tout ferait donc sens, mais cette théorie a quand même un problème. Le problème avec cette théorie, en fait, c'est que pour que Némésis puisse affecter autant la gravité du nuage d'Oort, l'étoile devrait avoir une distance minimale d'approche au Soleil inférieure à une demi-année-lumière, ou alors une masse significativement plus grande que 0,6 masse solaire, et donc serait très lumineuse. Dans les 2 cas, on aurait dû donc déjà l'avoir observé. L'hypothèse de Némésis a été abandonnée il y a longtemps maintenant. Enfin, t'as bien quelques docus douteux et certains sites chelous qui veulent te faire croire que Némésis existe réellement, mais enfin, à part ça... Eh bien, à part ça, justement, à part ça, figurez-vous que la périodicité des extinctions de masse est tout de même un sujet fascinant et que ça a ouvert beaucoup d'autres réflexions et de recherches pour la comprendre. Mais moi je te le dis, je pense qu'il y a Dieu là-haut, tu vois, il doit commencer à se faire chier des fois, il se fait, allez, un petit CTRL Z et comme par hasard, ouais, non, il se fait chier toujours à peu près en même de temps, voilà. Alors celle-ci, elle est incroyable et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler sur cette chaîne. Certaines personnes soutiennent que ça, ou encore ça, ce sont des souches d'arbres. Des arbres géants qui auraient été coupés par des géants en des temps très anciens. En France, c'est surtout grâce à Hassan Body qu'on connaît cette théorie. Enfin grâce. À cause plutôt, non, grâce. Sans lui, je ne ferais pas cette vidéo. C'est ça que j'avais fait le lien avec ces fameux arbres géants qu'on retrouve, dont on retrouve ces fameux vestiges dans le monde entier. Alors, la plus connue, c'est la Tour du Diable aux États-Unis. D'ailleurs, Alexis, tu leur feras voir. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Et alors, il y en a aussi en Irlande, en Islande. On en retrouve partout dans le monde, au Venezuela, mais partout. Alors, ces vestiges. Alors, c'est là que, quand on regarde, quand on observe, avec des yeux aguerris, on se dit, mais qu'est-ce que c'est c'est pas possible, ce sont des arbres qui faisaient des kilomètres de hauteur, dont on ne retrouve que la souche, que l'embase. Toute cette idée vient en fait du bois pétrifié.
Un peu partout sur la planète, on peut trouver du bois fossile. En Hongrie, on a carrément des restes d'arbres qui datent du Miocène, qui sont totalement pétrifiés. Ouais, c'est stylé. Le processus de pétrification se produit en fait quand le bois est enterré sous une couche de sédiments, où il se conserve d'abord en raison d'un manque d'oxygène, avant qu'une eau riche en minéraux ne circule dans le sédiment et imprègne peu à peu les cellules du bois de minéraux. Et c'est là que des gens se mettent à dire « Eh mais la tour du diable aux États-Unis, c'était un arbre géant et quelqu'un l'a coupé !» Alors, officiellement, c'est un phonolithe, de la roche magmatique volcanique. Mais pour les partisans de la théorie des arbres géants, tous les phonolithes sont des arbres et le gouvernement nous le cache. Ou alors les scientifiques n'ont toujours pas compris. Le mont Gerbier de Jonc en Ardèche, ce serait une souche d'arbre. La coulée de Bord-les-Orgues en Corrèze, pareil. Ouais, même en France, on a des arbres géants. Les partisans de cette théorie s'appuient aussi sur le paysage incroyable de la chaussée des géants en Irlande, une formation volcanique là encore. Enfin, officiellement. Pour eux, à en observer la symétrie parfaite des orgues, il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'un très vieil arbre. Alors attention, je vous mets une petite compilation avec une musique mystérieuse juste pour que vous y croyiez 15 secondes. C'est parti! Nos folklores, nos légendes, elles sont remplies de géants, d'histoires de très grands êtres ou de très grands humains qui auraient vécu sur Terre avant nous. La théorie des arbres géants s'appuie bien sûr sur ces témoignages. Et plus que ça encore, attention, la Terre elle-même serait un arbre géant. Alors, notre monde reste encore à découvrir, car notre monde, si nous continuons, nous allons nous apercevoir qu'il a été créé à partir d'un arbre. Notre monde serait le résultat, la suite d'un arbre, c'est ça que tu veux dire? C'est un arbre, oui. C'est-à-dire que nos montagnes, les montagnes, que ce soit ici en France, dans les Pyrénées, les Alpes, la botte italienne, le Massif central et les montagnes que vous avez dans le Rif, eh bien, sont des racines d'un arbre gigantesque, sur lesquels sont venus pousser encore des arbres géants aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous obtenions aujourd'hui des arbres que nous voyons. Donc le végétal est bien vivant. Chose que nous n'avons jamais supposée. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Je la trouve vraiment très jolie finalement. Allez, j'y crois. Allez, je vous le dis, j'y crois. Mais ils sont où les fossiles des géants alors? Ceux qui ont coupé les arbres? On devrait avoir déjà retrouvé leur squelette, non? Merde, ça a aucun sens en fait, putain, j'avais dit que je poserais mon cerveau, j'avais envie d'y croire, Après la naissance du soleil, la venue des géants, venons-en à l'humanité. Nous sommes très différents de nos cousins les chimpanzés. 98% d'ADN en commun quand même. Tu casses mon intro. Nous sommes très différents de nos cousins les chimpanzés. Et si, car justement, nous n'avons rien à voir avec les autres primates. Et si nos ancêtres à nous vivaient dans l'eau? C'est la théorie du primate aquatique. Une théorie née d'Alister Hardy en 1960. Une théorie qui, comme vous en doutez, est très marginale. C'est parti pour cet argument pour nous prouver que l'être humain vient d'un milieu aquatique. Premièrement, l'humain est le primate le plus gras. Les mammifères terrestres ont plutôt tendance à stocker la graisse à l'intérieur du corps, surtout autour des reins et des intestins. Les mammifères aquatiques stockent, eux, la majeure partie de leur graisse juste en dessous de leur peau. Or, les humains ont également essentiellement de la graisse sous-cutanée. Deuxièmement, nous n'avons pas de fourrure. 2 habitats seulement amènent à ce phénomène, souterrain ou aquatique. Troisièmement, les êtres humains ont le contrôle de leur système respiratoire, comme les mammifères aquatiques, qui en ont besoin pour contrôler la quantité d'air nécessaire à une plongée, contrairement à la plupart des mammifères terrestres.
Quatrièmement, les larmes. Chez les humains, les larmes d'émotion sont contrôlées par des nerfs différents de ceux qui provoquent les larmes dues à l'irritation. Les humains seraient les seuls animaux terrestres à avoir cette particularité. Mais certains oiseaux marins, reptiles marins et mammifères marins perdent de l'eau par les yeux quand ils ont avalé trop d'eau, ou quand ils sont excités émotionnellement. Cinquièmement, les acides gras oméga 3, matière première pour les tissus du cerveau, sont abondants en milieu marin. Et ceci expliquerait pourquoi nous avons beaucoup plus développé notre cerveau que les autres primates. Sixièmement, on ne trouve que 3 primates montrant une tendance plus marquée que les autres à se tenir et marcher debout au sol. Le nasique qui vit dans les marais, le bonobo qui habite dans une forêt dont une grande partie est inondée annuellement, et l'être humain. Dernièrement, comme les loutres, castors, dauphins et tant d'autres animaux aquatiques, nous pouvons pratiquer le sexe ventre à ventre, car comme eux, notre épine dorsale et nos membres postérieurs sont alignés. Alors, stylé de ouf comme théorie, non ? Bon, évidemment que scientifiquement, ça a du mal à se tenir et que cette théorie fait des raccourcis. Par exemple, il y a des mammifères marins qui ont une fourrure, aucun animal marin n'a été bipède, etc. Mais ça pourrait faire un super scénario pour un film. Un bon film de merde, sûrement. Genre un film 5 théories, ou je sais pas quoi. Allez, 4e théorie. Le Moyen-Âge n'a jamais existé. Voilà ce qu'est la nouvelle chronologie, soutenue par ceux que l'on appelle aujourd'hui les récentistes. Bon alors, selon les auteurs, les dates changent. Certaines idées ne sont pas vraiment les mêmes, mais la base, c'est ça. Un groupe de personnes aurait créé une religion pour dominer le monde. Ce groupe secret aurait fait passer leur religion comme ancienne, très ancienne, pour asseoir le pouvoir et faire en sorte de contrôler le monde. Encore les juifs? Eh bien, même pas. Pour une fois dans les théories du complot, c'est pas les juifs qui sont visés, mais bien les chrétiens. C'est-à-dire qu'on a ajouté des siècles, c'est-à-dire qu'on a, pour pouvoir justifier une politique, on a créé et falsifié, c'est là qu'on voit évidemment le motif commun à toutes ces personnes, c'est de dire qu'il y a une action frauduleuse, et ceci dans tous les siècles. Le Moyen-Âge n'aurait pas existé, et pour beaucoup ce serait même Grégoire XIII en 1582 qui serait derrière tout ça. Comment faire dominer le christianisme? Eh bien en faisant croire à tous ses contemporains que l'Église existe depuis des siècles. En vérité, nous serions passés de l'Antiquité directement à la Renaissance. Et en effet, dans l'Antiquité, on s'intéresse à la philosophie, aux sciences, aux mathématiques, la démocratie, l'art est beaucoup plus réaliste. Et d'un coup, le Moyen-Âge, avec tous ces bouseux qui savent ni se laver, ni écrire, ni rien, pour d'un coup avoir la Renaissance des siècles plus tard qui, comme par hasard, reprend les mêmes codes de l'Antiquité. C'est-à-dire que l'Antiquité, c'est pas qu'elle n'avait pas existé, mais ce qu'on nous présentait comme Antiquité romaine était une projection, voyez-vous, d'événements ayant eu lieu plus récemment. C'est exactement ça, si je puis dire, le cœur du ressenti. C'est-à-dire que nous avons affaire, comment vous dire, en physique, comme dans un phénomène de physique, à une projection, voyez-vous, d'événements réels, mais que l'on remet, que l'on projette dans un passé, si je puis dire, artificiel. Bah oui, vous vous êtes jamais demandé comment ça ou encore ça pouvait tenir debout. Mais parce que ça a juste quelques années, quelques siècles gros max, réfléchissez un peu. Comme par hasard, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'invention, il se passe rien en 1000 ans. Et on voit bien que ça a été créé à la va-vite, genre Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Les gars sont même pas foulés quand même. Toute l'histoire de l'Église aurait été inventée pour qu'elle paraisse ancienne et surtout légitime. Les manuscrits créés à la dernière minute, d'où les incohérences dans la Bible qu'on avait déjà vues. Et vous avez vu toutes ces églises magnifiques qu'on a partout dans nos petits villages. C'est pas les mecs du Moyen-Âge qui ont inventé ça, ils savaient même pas construire des chiottes, les gars. Et tu fais quoi de toutes les lettres qu'on a retrouvées ou de la datation au carbone 14? Il se pourrait que cette théorie ne repose sur rien. Ouais, surtout qu'au Moyen-Âge, si vous vous y connaissez, en fait, il y a vraiment eu plein d'avancées extraordinaires. Rien que le papier, quoi. C'est surtout à partir de la Renaissance qu'on a donné cette image très sale de cette époque. C'est plus difficile que je le pensais de poser son cerveau, finalement. Ou alors,
Ou alors, on se dit que les historiens et les scientifiques sont eux aussi dans le coup, et là ça marche. Ah, là ça marche. Alors celle-ci, si vous ne la connaissez pas, croyez-moi, vous allez tomber de votre chaise. Pas quand vous allez savoir la théorie, mais plutôt quand vous allez savoir qui est à l'origine de celle-ci. Tout commence avec cette peinture de Peter de Hoche. Si on regarde attentivement ce que tient la dame dans la main, on y découvre un iPhone. Et si tu ne vois pas d'iPhone, rappelle-toi, voilà. On y découvre donc un iPhone. Le problème, c'est que cette toile date de 1670. Mais qui serait alors assez débile pour croire que c'est un iPhone? Eh bien, figurez-vous que c'est Tim Cook, le patron d'Apple lui-même. Il a déclaré stupéfait, je pensais tout connaître de l'histoire d'Apple. Mais j'ai été choqué de voir un iPhone sur cette peinture. Le mec a littéralement pété un câble. Bon, il a dit ça amusé. Mais les complotistes sont allés encore plus loin que lui. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le passé du peintre. Serait-ce parce qu'il a voyagé dans le futur pour ensuite revenir à son époque pour peindre cet iPhone? On raconte aussi que le peintre était souvent confondu avec son fils. Mais son fils ne serait-il pas son lui du passé, tout simplement? Ah, j'adore. J'ai l'impression qu'on est en train de fusionner le 5 théories sur le voyage dans le temps et le 5 théories sur les peintures. Ah, j'adore. Sauf que ce que tout le monde oublie dans cette histoire, c'est que le tableau s'appelle « Jeune femme dans un intérieur, la réception d'une lettre ». Attends, quoi? La réception d'une lettre. Elle tient une putain de lettre. Oh putain, j'arrive pas à comprendre comment ce truc a pu partir si loin alors que dans le titre du tableau, il y a marqué que c'était une lettre. C'est vraiment trop difficile de poser son cerveau et de faire comme ceux qui en ont pas, quoi. Et cette émission, 5 théories, elle m'a pas aidé à poser mon cerveau. Chaque épisode a mené encore plus de recherches, à bien tout vérifier pour bien comprendre. On le voit bien dans les 5 théories sur Mars, sur Vénus et sur la Lune, chacune espacée de 2 ans. La première, je partage à fond des complots car c'est marrant et que au fond, j'avais envie d'y croire. La deuxième, les théories sont déjà bien plus approfondies, s'approchent plus du réel et il ne subsiste que très peu de trucs farfelus. Et la dernière, bien que le ton soit toujours un peu décalé ou poétique selon la situation, la vidéo s'appuie sur des éléments solides et surtout intéressants. Je me demande ce que va devenir cette émission dans le futur. Mais bon, c'était un 5 théories sur notre passé, pas sur l'avenir. On verra ça peut-être pour une prochaine fois. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories.